France Culture, il est 17 heures. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de En français dans le texte. Bonjour et bienvenue à tous sur France Culture. Marguerite Yourcenar, Stendhal, Victor Hugo, Apollinaire ou encore Molière. Ce sont des classiques que nous vous proposons d'écouter, lus dans la voix de grands comédiens. Des classiques de la littérature française, des grands textes d'histoire ou de philosophie au programme du baccalauréat, analysés ensuite avec le concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Juste la fin du monde, du dramaturge Jean-Luc Lagarce. Autour de 17h30, En français dans le texte continue avec la grande dictée de Rachid Santaki. Ce sera du Zola dans le texte aujourd'hui. Enfin, l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien, ce sera pour la minute de fin. France Culture, En français dans le texte, Olivia Gesbert. La famille, au théâtre, constitue rarement un milieu tempéré, un cercle tranquille. La pièce de Lagarce n'échappe pas à la règle. Au contraire, la violence avance, souterraine, avant d'imploser. Et la mort attend au bout du chemin. Écrite à Berlin en 1990, Juste la fin du monde est la pièce de théâtre la plus connue du comédien, metteur en scène, dramaturge Jean-Luc Lagarce, adaptée à l'écran par le réalisateur canadien Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel et Nathalie Baye. Crise personnelle et familiale, le texte de Jean-Luc Lagarce est aussi une crise de la parole. Le langage s'y dérobe. Et non seulement Louis, le protagoniste, ne pourra dire son mal, mais la famille entière se trouve contaminée par un mal à dire qui empêche toute discussion. Comme si le monologue était la seule solution, le seul état naturel du discours humain. Et sans doute n'est-ce pas un hasard si c'est par un prologue que débute cette pièce. Extrait d'une captation enregistrée et diffusée en direct du Musée Calvet en 2007 dans le cadre du Festival d'Avignon. C'est Juste la fin du monde, le prologue. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. Près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai, l'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini, l'année d'après, comme on ose bouger parfois, à peine. Devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt, l'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, malgré tout, l'année d'après, je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage pour annoncer lentement, avec soin et précision, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée, et n'ai-je pas toujours été pour les autres, et eux tout précisément, n'ai-je pas toujours été un homme posé, pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable, l'annoncer moi-même, en être l'unique messager, et paraître, peut-être ce que j'ai toujours voulu et décidé en toutes circonstances et depuis le plus loin que j'ose me souvenir, et paraître pouvoir là encore décider, me donner et donner aux autres et à eux tout précisément, toi, vous, elle, ceux-là encore que je ne connais pas, trop tard et tant pis, me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître.
Étrange début, vous prie de remarquer Mathieu Protin, professeur de l'éducation nationale, en charge de cette analyse. Étrange début car la garce ouvre sa pièce avec un prologue. Un prologue, c'est une prise de parole qui se déploie en dehors, à la marge de l'intrigue et de la fiction proprement dite. C'est une forme issue des origines du théâtre, de la tragédie antique jusqu'au drame shakespearien, en passant par les tragédies humanistes. Brecht et son théâtre épique la remettront au goût du jour dans la première moitié du XXe siècle. Une prise de parole donc, mais qui parle ici? Eh bien c'est Louis, le personnage principal de la pièce. Au fil de son discours, il va préciser l'enjeu des scènes à venir, annoncer à ses proches sa mort prochaine. Pourtant, ce qui domine ici, c'est avant tout une sensation de détachement. Malgré les conventions, Louis s'adresse directement au public. Toi, vous, elle, cela, tout en désignant un « eux » qui demeure pour le moment indéfini. Louis joue plusieurs rôles, à la fois narrateur omniscient, il peut annoncer sa mort, et personnage, il ne sait pas encore s'il va parvenir à le faire. Il tient aussi du maître de cérémonie, du music hall, pour reprendre le titre d'une autre pièce de la Garce. Ensuite, alors que le moment devrait sonner, résonner et mouvant, l'écriture de la Garce est blanche, la neutralité clinique, sans affect. Elle dévoile la fragilité profonde de cette parole. Louis hésite. La structure de sa syntaxe montre ses doutes. Il bute, disqualifie son propos. Pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine est irrémédiable, l'annoncer moi-même, dit le narrateur. Ce choix des mots nous renseigne peut-être sur l'un des traits essentiels de cet être. C'est un écrivain, un poète. Comme semblent l'indiquer ces images qui affluent sur la lenteur nécessaire face au danger et la position de Louis face à la maladie. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, écrit Jean-Luc Lagarce. On entend déjà ici toute la singularité du style de l'auteur, avec ce rythme qui sans cesse se répète, varie, puis se déploie, sans jamais aller droit au but. Comme le messager ici ne parviendra jamais à délivrer son message. Écoutez et on en reparle juste après. C'est Catherine. Elle est Catherine. Catherine, c'est Louis. Voilà Louis. Catherine. Suzanne, s'il te plaît, tu le laisses avancer. Laisse-le avancer. Elle est contente. On dirait un épagnol. Ne me dis pas ça. Ce que je viens d'entendre. C'est vrai, j'oubliais, ne me dites pas ça. Ils ne se connaissent pas. Louis, tu ne connais pas Catherine. Tu ne dis pas ça, vous ne vous connaissez pas. Jamais rencontré, jamais. Comment veux-tu? Tu sais très bien. Je suis très content. Oui, moi aussi, bien sûr, moi aussi. Catherine, tu lui serres la main? Louis. Suzanne l'a dit, elle vient de le dire. Tu lui serres la main? Il lui serre la main. Tu vas tout de même pas lui serrer la main. Ils vont pas se serrer la main, on dirait des étrangers. Il ne change pas. Je le voyais tout à fait ainsi, tu ne changes pas. Il ne change pas comme ça que je l'imagine. Il ne change pas. Louis. Et avec elle, Catherine. Elle. Tu te trouveras. Vous vous trouverez sans problème. Elle est la même. Vous allez vous trouver. Ne lui serre pas la main. Embrassez-la, Catherine. Suzanne, il se voit pour la première fois. Je vous embrasse. Elle a raison. Pardon. Je suis très heureux. Vous permettez? Tu vois ce que je disais? Il faut leur dire. En même temps, qu'est-ce qui m'a mis une idée pareille en tête, dans la tête? Je le savais. Mais je suis ainsi, je n'aurais jamais pu imaginer qu'ils ne se connaissent, que vous ne vous connaissiez pas, que la femme de mon autre fils ne connaisse pas mon fils. Cela, je ne l'aurais pas imaginé, cru pensable. Qui vous vivez d'une drôle de manière. Lorsque nous nous sommes mariés, il n'est pas venu. Et depuis le reste du temps, les occasions ne se sont pas trouvées. Elle sait ça parfaitement. Oui, ne m'expliquez pas, c'est bête. Je ne sais pas pourquoi je demandais cela. Je le sais aussi bien, mais j'oubliais. J'avais oublié toutes ces autres années. Je ne me souvenais pas à ce point, c'est ce que je voulais dire. Il est venu en taxi. J'étais derrière la maison et j'entends une voiture. J'ai pensé que tu avais acheté une voiture. On ne peut pas savoir. Ce serait logique. Je t'attendais et le bruit de la voiture, du taxi, immédiatement, j'ai su que tu arrivais. Je suis allée voir, c'était un taxi. Tu es venu en taxi depuis la gare, je l'avais dit, c'est pas bien.
J'aurais pu aller te chercher. J'ai une automobile personnelle. Aujourd'hui, tu me téléphones et je serai immédiatement partie à ta rencontre. Tu n'avais qu'à prévenir et m'attendre dans un café. Tu as fait un bon voyage? Je ne t'ai pas demandé. Je vais bien. Je n'ai pas de voiture, non. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Toi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Il ne faut rien exagérer, ce n'est pas un grand voyage. Tu vois, Catherine, ce que je disais, c'est Louis. Il n'embrasse jamais personne. Toujours été comme ça. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Suzanne, fous-nous la paix. Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne t'ai rien dit. Je lui dis rien, celui-là, je te parle. Maman! Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez et les lui retirer à la dernière seconde, elle n'aurait pas admis. Ils auraient été très heureux de vous voir. Cela, on n'en doute pas une seconde, non? Et moi aussi. Antoine également. Nous aurions été heureux, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin. Ils ne vous imaginent pas. La plus grande a 8 ans. On dit, mais je ne me rends pas compte. Je ne suis pas la mieux placée. Tout le monde dit ça. On dit. Et ces choses-là ne me paraissent jamais très logiques. Juste un peu, comment dire, pour amuser, non? Je sais pas. On dit, et je vais pas les contredire, qu'elle ressemble à Antoine. On dit qu'elle est exactement son portrait en fille, la même personne. On dit toujours des choses comme ça. De tous les enfants, on le dit, je sais pas. Ben, pourquoi non? Le même caractère, le même sale, mauvais caractère. Ils sont tous les deux mêmes, pareils et obstinés. Comme il est là aujourd'hui, elle sera plus tard. Nous avons envoyé une photographie d'elle. Elle est toute petite, toute menue. C'est un bébé, ces idioties. Et sur la photographie, elle ressemble pas à Antoine, pas du tout. Elle ressemble à personne. Quand on est si petit, on ressemble à rien. Je sais pas si vous l'avez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente. C'est une fille. Et vous ne pourriez la reconnaître. Elle a grandi et elle a des cheveux. C'est dommage. Laisse ça, tu l'ennuies. Pas du tout. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ne me dis pas ça. Je vous ennuie, hein. J'ennuie tout le monde avec ça. Les enfants. On croit être intéressante. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je n'ai pas compris. Pourquoi est-ce que tu as dit ça? C'est méchant. Pas méchant, non, c'est déplaisant. Cela ne m'ennuie pas du tout, tout ça. Mes filleuls. Neveux, mes neveux. Ce ne sont pas mes filleuls, mes neveux, nièces, ma nièce. Ça m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon, il s'appelle comme moi, Louis. Cela me fait plaisir, je suis touché, j'ai été touché. Il y a un petit garçon, oui. Le petit garçon, il a maintenant 6 ans. 6 ans? Je sais pas. Quoi d'autre? Ils ont 2 années de différence. 2 années les séparent. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? J'ai rien dit. Ne me regarde pas comme ça. Tu vois comme elle me regarde? Qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est pas ce que j'ai dit Ce n'est pas ce que j'ai dit qui doit t'empêcher. Je n'ai rien dit qui puisse te troubler, elle est troublée. Elle te connaît à peine et elle est troublée. Catherine est comme ça. Je n'ai rien dit. Il t'écoute. Cela t'intéresse? Il t'écoute, il vient de le dire. Cela l'intéresse, nos enfants, tes enfants, mes enfants, cela lui plaît. Cela te plaît? Il est passionné, c'est un homme passionné par cette description de notre progéniture. Il aime ce sujet de conversation. Je ne sais pas pourquoi, ce qui m'a pris. Rien sur son visage ne manifestait le sentiment de l'ennui. J'ai dit ça, ce devait être sans y penser. Oui. Non, je ne pensais pas à ça. C'est pénible, ce n'est pas bien. Je suis mal à l'aise. Excuse-moi, excusez-moi. Je ne t'en veux pas, mais tu m'as mis mal à l'aise, et là, maintenant, je suis mal à l'aise. Ça va être de ma faute. Une si bonne journée. Elle parlait de Louis, Catherine, tu parlais de Louis, le gamin. Laisse-le, tu sais comment il est. Oui, pardon. Ce que je disais, il s'appelle comme vous, mais à vrai dire... Je m'excuse. Ça va là, je m'excuse. J'ai rien dit, on dit que j'ai rien dit. Mais tu ne me regardes pas comme ça. Tu ne continues pas à me regarder ainsi, franchement. Franchement, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai entendu. Hein? Je t'ai entendu. Ce que je dis, il porte avant tout, c'est plutôt là l'origine. Je raconte. Il porte avant tout le prénom de votre père. Je crois. Nous croyons. Nous avons cru. Et je crois que c'est bien. Et ça fait plaisir à Antoine. C'est une idée à laquelle il tenait. Et moi, je ne saurais rien y trouver à redire. Je ne déteste pas ce prénom. Et puisque vous n'aviez pas d'enfant,
Parce que il aurait été logique, nous le savons, ce que je voulais dire, puisque vous n'avez pas d'enfant. Et Antoine dit ça. Tu dis ça. Tu as dit ça, hein? Antoine dit que vous n'en aurez pas. Ce n'est pas décidé de votre vie, mais je crois qu'il n'a pas tort. Après un certain âge, sauf exception, on abandonne, hein, on renonce. Puisque vous n'avez pas de fils, c'est surtout ça, hein, puisque vous n'aurez pas de fils. Il était logique, logique. Ce n'est pas un joli mot pour une chose à l'ordinaire heureuse et solennelle. Le baptême des enfants, bon, il était logique. On me comprend? Ça pourrait paraître juste des traditions, de l'histoire ancienne, mais c'est ainsi que nous vivons. Il paraissait logique. Nous nous sommes dit ça, que nous l'appelions Louis, comme votre père, donc, comme vous, de fait. Je pense aussi que ça fait plaisir à votre mère. Mais tu restes l'aîné, aucun doute là-dessus. Oui, dommage vraiment que tu ne puisses le voir, et si, à ton tour... Et là, pour ce petit garçon, comment est-ce que vous avez dit l'héritier mâle? Je n'avais pas envoyé de mots? Mais merde, c'est pas de ça qu'elle parlait. Antoine. Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, un enregistrement France Culture réalisé en direct du musée Calvet à l'été 2007 dans le cadre du festival d'Avignon. Lecture dirigée par François Béreur, réalisation de Marguerite Gâteau avec Elisabeth Mazef, Daniel Lebrun, Clotilde Mollet, Laurent Poitrenaud et Bruno Volkovitch. La scène d'exposition arrive après le prologue. D'ailleurs, dans cette pièce, pas de scène, pas d'acte, mais des parties. Pas d'indication spatiale ni temporelle. La première réplique, c'est Catherine, vient comme isoler le personnage qui apparaît ici. L'identité de l'interlocuteur ne sera précisée qu'ensuite. Comme si Suzanne, un instant, avait hérité de son frère cet étrange pouvoir de l'adresse au public. Dans cette ambiguïté se perçoit le sens du théâtre d'un Lagarce, qui est aussi un praticien. Il mettra notamment en scène le malade imaginaire de Molière. Loin de chercher à figer le sens des répliques, il ouvre les possibles. Arrive ensuite le face-à-face entre Louis et Catherine. Louis qui est de retour qui convoque différents modèles. Celui du fils prodigue des évangiles, d'abord, à travers la tension entre les deux frères, Louis et Antoine. On fête le retour du frère qui est parti, celui qui est resté se sent ignoré, dévalorisé. Un autre modèle s'esquisse dans l'étrangeté d'une comparaison. On dirait un épagnol. Pour traduire la joie de la jeune sœur, cette image du chien fêtant le retour de son maître évoque le retour d'Ulysse à Ithaque. Et c'est son chien, Argos, qui va reconnaître son roi dans son habit de mendiant. Louis, lui, déguise, cache ce mal qui le ronge. Le sida, si l'on s'inscrit dans une perspective biographique. Mais l'absence de dénomination spécifique est aussi significative. On ne sait pas de quoi Louis va mourir, on sait seulement que c'est pour bientôt, et en dépit de cette urgence, on constate que cette parole lourde ne sort pas. Le retour à la maison devrait être l'occasion de donner ou de prendre des nouvelles. Mais là, c'est un échec. On se perd dans cette étrange cérémonie que Suzanne dirige, elle qui rêvait de ce retour depuis si longtemps. Elle devance les répliques des autres et infléchit les actions. Elle préfère l'embrassade à la poignée de main. La mère arrive ensuite et vient souligner l'aspect étrange, bizarre de cette situation. Ne me dis pas ça, ce que je viens d'entendre, c'est vrai, j'oubliais, ne me dites pas ça, ils ne se connaissent pas. Que ne veut-elle pas entendre? Son refus concerne-t-il l'annonce de la mort de Louis? Non, simplement, Louis et Catherine ne se sont jamais vus. Et en même temps, la répétition des « ne me dis pas », tout comme le constat « vous vivez d'une drôle de manière », vient augmenter l'impression que quelque chose ici ne va pas. Le cercle de famille se trouve désormais rassemblé. La mère, la jeune sœur, le frère, la belle-sœur. Le « eux » du prologue a désormais un visage. Mais une absence se fait sentir, c'est celle du père. Souvenez-vous, dans le prologue, Louis annonce, plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. La mort en héritage. Alors que la famille s'est réunie presque au complet, Louis va s'effacer peu à peu. On ne parle que de lui, on s'adresse à lui, mais sa parole ne parvient plus à s'imposer. Après les présentations, on parle des enfants. Le cercle de famille vient de se restreindre. Suzanne a disparu. Lagarce conserve un fil conducteur, les échanges entre Catherine, la dernière venue, et Louis, le revenu.
Le changement de scène s'accompagne aussi d'un sentiment de rupture, d'ellipse, avec un début in medias res, au cœur de l'action. Une durée vient s'instaurer comme si cette conversation ne nous était livrée que par bribes. Une autre famille se dessine, une autre vie, et au fil de la conversation, le malaise s'accroît. Antoine dénonce le peu d'intérêt de ce qui est évoqué, Louis proteste, et voici que le discours de Catherine va se déployer peu à peu entre interruption et relance. La tension, ici, repose sur ce couple. Au fil de la conversation, des tensions autres se manifestent, le conflit est sous-jacent. Non seulement les personnages ne cessent de se reprendre, de se corriger, voire de commenter leurs propres paroles, mais le rapport de force entre Antoine et Catherine se prolonge jusque dans certains silences, des non-dits. La tension n'éclatera en définitive que dans l'ultime réplique d'Antoine, lorsqu'il dit « Mais merde, ce n'est pas de ça qu'elle parlait ». Un sentiment d'inquiétante étrangeté, Unheimlichkeit, disait Freud, s'invite au cœur de la maison, au cœur du familier. La dramaturgie de la Garce fait naître ce sentiment. La parole nécessaire n'advient pas, la parole qui se déploie est autre, elle se perd dans les parenthèses, les corrections et les reprises. Dans ces deux premières scènes, Louis se trouve donc entravé dans l'impossibilité d'avancer, tant physiquement dans la première scène que discursivement dans la seconde. Avec le recul, le prologue n'était-il pas son moment? Plus le temps passe, plus sa parole s'amenuise. Dans la troisième scène, elle va totalement s'abolir. Lorsque tu es parti, je ne me souviens pas de toi. Je ne savais pas que tu partais pour tant de temps. Je n'ai pas fait attention. Je ne prenais pas garde et je me suis retrouvée sans rien. Je t'oubliais assez vite. J'étais petite. Jeune, ce qu'on dit, j'étais petite. Ce n'est pas bien que tu sois parti. Parti si longtemps. Ce n'est pas bien et ce n'est pas bien pour moi et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Ce n'est pas bien encore d'une certaine manière pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe, mais aussi ce ne doit pas, ça n'a pas dû. Ce ne doit pas être bien pour toi non plus. Pour toi aussi. Tu as dû, parfois, même si tu ne l'avoues pas, jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, mais il s'agit bien d'aveu. Tu as dû parfois, toi aussi, ce que je dis, toi aussi, tu as dû parfois avoir besoin de nous et regretter de ne pouvoir nous le dire. Ou plus habilement encore, tu as dû parfois regretter de ne pouvoir nous faire sentir ce besoin de nous et nous obliger de nous-mêmes à nous inquiéter de toi. Parfois tu nous envoyais des lettres, parfois tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres, qu'est-ce que c'est? Des petits mots, juste des petits mots, une ou deux phrases, rien. Comment est-ce qu'on dit? Elliptique. Parfois, tu nous envoyais des lettres elliptiques. Ces petits mots, les phrases elliptiques, ces petits mots, ils sont toujours écrits au dos de cartes postales. Nous en avons aujourd'hui une collection enviable. Comme si tu voulais de cette manière toujours paraître être en vacances. Je ne sais pas, je croyais cela. Ou encore comme si, par avance, tu voulais réduire la place que tu nous consacrerais et laisser à tous les regards les messages sans importance que tu nous adresses. Je vais bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. C'est étrange. Je voulais être heureuse et l'être avec toi. On se dit ça. On se prépare. Et je te fais des reproches. Et tu m'écoutes. Tu sembles m'écouter. Sans m'interrompre. Et quoi d'autre encore? Je parle trop, mais ce n'est pas vrai. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Sur la durée, ça compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse. Ce que je veux dire, c'est que tout va bien. Et que tu aurais eu tort, en effet, de t'inquiéter. C'était un dernier extrait de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Vous écoutez En français dans le texte, la suite de l'analyse, tout de suite, des professeurs de l'éducation nationale. Disparu de la scène 2,
La sœur, Suzanne, revient avec une tirade sous forme de confidence, une parole intime, comme celle que Louis souhaiterait faire émerger. Mais lui n'arrive pas à parler. Alors, il existe dans les creux du discours de Suzanne, quand celle-ci évoque ses réactions, comme « tu ris ». Suzanne fait le récit de son existence. Son discours lui confère une épaisseur et une profondeur à elle et aux autres. Nous étions au début dans le flou. Voici qu'un paysage se précise. Hugo, à propos des monologues lyriques, parlait d'illumination intérieure des personnages. Il y a un peu de cela dans cette tirade de Suzanne, qui, tout en souhaitant rassurer, esquisse des failles, laisse apparaître des fêlures et des regrets. Bien sûr, la poésie de Lagarce, dont le travail formel et rythmique est réel, n'a que peu de ressemblance avec le lyrisme romantique. Il y a cependant ici comme une poésie urbaine qui se fait jour, de la même façon que Maeterlinck parlait d'un tragique quotidien. Il y a dans cette longue réplique un lyrisme quotidien, celui du pavillon, de la périphérie, de l'ennui, un spleen des centres commerciaux et des zones d'activité. Cette déclaration de Suzanne vaut aussi parce qu'elle dit de l'écriture, en insistant sur la déception, celle des cartes postales, des lettres elliptiques. Cette écriture, c'est aussi celle de Lagarce, qui ne convoque ni les grands mots, ni les figures facilement identifiables. Jusqu'à son théâtre, elliptique lui aussi, qui cache ce qui aurait dû être montré. Cette annonce qui ne se fera pas, celle d'une mort annoncée encore à venir. Et l'annonce tant attendue se fige à jamais pour le spectateur dans l'ombre de ce Godot qui jamais ne viendra, mais qui toujours s'annonce. Et maintenant, tous à vos livres pour lire ou relire dans son intégralité cette pièce de Jean-Luc Lagarce. Je vous en rappelle le titre.